Pouvez-vous compter une volée d'équipe? Oui. Est-ce que vous préférez la lecture des règlements en français ou en anglais? Français. Pour cette épreuve, vous disposerez de 20 minutes pour compléter votre présentation au jury. Si votre présentation d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité d'1 point sera enlevée en tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 10 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 au classement général pour cette épreuve. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous verrez arrêter afin de passer à la période de questions. Tous les membres de l'équipe doivent prendre la parole au cours de la présentation. Si au cours de la présentation, l'un des membres de l'équipe ne prend pas la parole durant au moins 1 minute, l'équipe se verra pénalisée de 10 points sur la note finale. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin de 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous vous verrez arrêter. Durant la présentation, j'indiquerai le temps lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes à l'aide de cartes et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous priez de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période de questions. Avant de commencer, je vais demander à la salle de fermer ses téléphones cellulaires, de les mettre en mode silence afin de ne pas interrompre la présentation. Je demanderai maintenant au juge de se présenter. À la suite, vous pouvez commencer vos présentations. Bonjour, Rémi Racine, partenaire d'affaires sur son réponse à la Nick Henry, député finance chez Solotec. Caroline Martel, directrice de simulation chez Solotec. Bonjour, Charles Marmont, professeur d'acquisition manager chez Solotec. Alain Gosselin, professeur en ressources humaines à la Commencer? Puisqu'on a pu diriger le vent, puisqu'on a pu contrôler le vent pour apprendre à diriger les voies. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous sommes exignacs. Si vous ne savez pas, ça signifie excellence. Je vous présente mes collègues Virginie, Gabrielle et moi-même Léonie. Aujourd'hui, on veut vraiment vous montrer que malgré tous les changements qui peuvent arriver au sein d'une entreprise, on peut vraiment apprendre à apprendre. On peut apprendre de ça et évoluer avec ceci. Pour ce qui est de l'ordre du jour, désolé pour ma voix, on va commencer avec la présentation de votre entreprise. Ensuite, ça va être le mandat que vous nous avez donné pour continuer avec l'analyse de l'environnement qui est interne, externe et les stratégies que nous avons faites pour vous, l'échéancier et pour finir avec une courte synthèse. Donc, d'abord, vous êtes qui vous? Pour commencer, vous êtes une entreprise très innovante qui a un esprit de collaboration très fort et de respect. Ça s'est vu par le passé avec vos collaborations avec des entreprises lorsque vous étiez sur des contrats et qu'il y avait des difficultés, d'ailleurs. Vous êtes aussi innovant, comme je l'ai dit, et passionné. On voit que vous êtes vraiment dans plusieurs domaines. Vous n'hésitez pas à aller chercher des innovations de plus et vraiment de vous assurer que vos clients ont la meilleure expérience possible. Vous êtes aussi à l'international. On a vu que vous êtes au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada anglais et au Québec, bien évidemment. Et vous êtes reconnu mondialement aussi. Vous avez une bonne réputation. Et vous êtes deux divisions, donc vous êtes dans l'événementiel, mais aussi dans la vente et la location d'équipements. Pour ce qui est de notre mandat, ça a été d'améliorer la gestion des acquisitions tout en harmonisant les méthodes de travail, en gérant les inquiétudes des employés des différentes entreprises que vous acquérissez. Tout en s'assurant que les services corporatifs sont en mesure de fournir les services requis aux unités opérationnelles et en intégrant les entités acquises à l'entité globale de Solotec, mais tout en respectant les marges des différentes entités, puisque justement, on ne veut pas changer ça pour ne pas perdre les chiffres d'affaires de ces entités. Pour ce qui est de l'analyse de l'entreprise, on va faire l'analyse interne, externe et ensuite on va finir par la situation désirée. Ce qui vous distingue, par contre, vous avez de la notoriété, vous êtes un leader de votre domaine, vous avez un département de fusion et d'acquisition, ce qui est excellent pour vous. Ensuite de ça, vous avez une gestion efficace et proactive et vous avez des employés experts. En fond, c'est des employés qui ça fait longtemps qu'ils travaillent pour vous, donc ils savent ce qu'ils font. Et vous avez une culture québécoise, donc vous entraidez les gens et c'est ça qui vous distingue. Excusez-moi.
vos défis à relever. Il y a la communication à l'interne qu'il va falloir changer un petit peu. Il y a la résistance au changement aussi par rapport aux différentes, excusez-moi, aux différents pays et l'uniformité de la logistique. Quant à ce qui s'offre à vous sur votre analyse externe, ici, il y a plusieurs possibilités d'acquisition pour vous sur le marché, ainsi que vous pouvez bénéficier aussi du marché audiovisuel qui est en croissance présentement. D'autant plus, aussi, il y a plusieurs connaissances et expertises qui sont toujours en évolution sur le marché. Vous pouvez profiter de ça. Et aussi de nouveaux systèmes de réseau de communication. Quant à ce que vous devez considérer, justement, puisque vous êtes à l'international, vous avez à gérer plusieurs cultures d'employés, donc à s'adapter à la culture de ceux-ci et à l'aspect légal de ces différents pays-là. Aussi, justement, la sophistication des exigences de la clientèle. Vous êtes des leaders, c'est un défi justement de toujours être à l'affût des nouvelles technologies et justement la guerre de talent aussi qui est à considérer dans votre cas. Sinon, où est-ce qu'on s'en va? La situation désirée, en fait, on veut développer des communications internes efficaces au sein de votre entreprise. Sinon, aussi la logistique optimale des ressources, la simulation des cultures et doubler les acquisitions. Pour savoir où on s'en va, il faut savoir d'où on vient, au Québec, mais aussi à l'international. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Donc, d'abord, l'employé québécois, c'est une société distincte au Canada. Aussi, on est différent du Canada anglais. Donc, on est des personnes qui sont un peu plus hiérarchiques et qui sont plus formelles, mais on est très expressifs. Donc, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense assez souvent. On est aussi des personnes moyennement intéressées par les relations interpersonnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, travailler, c'est pas juste du social. Souvent, le travail, c'est le travail, puis la maison, c'est la maison, puis on ne cherche pas nécessairement à les mélanger. On a aussi un esprit de collaboration très fort. On sait aussi que c'est ce qui vous démarque de vos compétiteurs. Pour ce qui est du Canada anglais, donc c'est des personnes qui sont très ouvertes au changement, qui sont passionnées, qui aiment l'égalité et l'accessibilité, donc ils veulent que les promotions soient gagnées au mérite et non seulement par la notoriété. Ils aiment que les choses aillent vite, l'équilibre vie de famille et travail, le plaisir, et c'est des personnes quand même impulsives, ils ne prendront pas nécessairement beaucoup de temps pour prendre une décision. Comme je vous ai dit, ils aiment que ça aille vite. Pour ce qui est des États-Unis, c'est des personnes très individualistes. D'ailleurs, c'est les plus individualistes au monde. Donc, ça fait en sorte qu'ils interagissent différemment de nous. Donc, c'est des personnes, par contre, qui aiment vraiment beaucoup l'égalité comme nous. Et eux, leurs besoins, ils veulent satisfaire les besoins primaux de leur famille. Donc, c'est vraiment pour ça qu'ils viennent travailler. Et aussi pour satisfaire leurs besoins de compétition et de succès. Et ils veulent montrer ce succès-là. Ils ne veulent pas que ça reste caché. Et ils ont aussi des difficultés à développer des amitiés, surtout liées à leurs besoins de compétition et d'individualisme. Le Royaume-Uni est vraiment similaire aux États-Unis, mais c'est aussi un mélange Canada-anglais, donc c'est un peu un équilibre si on veut. Donc c'est oui des personnes individualistes, mais qui veulent l'égalité et l'inclusion et qui sont assez perspicaces, donc ils vont cerner assez vite qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et ils aiment le respect des règles, c'est des personnes très indulgentes, optimistes, et qui aiment le plaisir, donc ça fait en sorte qu'ils ont quand même plus de facilité à s'adapter au changement. Donc, pour faire un petit récapitulatif, les similitudes, donc c'est des personnes, tout le monde aime l'égalité des chances dans les domaines, dans les pays que vous voyez présentement. C'est des personnes qui aiment que les promotions se gagnent au mérite, et c'est des personnes très optimistes, donc qui vont avoir une facilité à adopter un changement. Pour ce qui est des différences, on voit que le niveau d'individualisme est différent, le besoin de performance et la vision du travail peut varier quelque peu. Donc, on a ciblé quelques craintes qu'on va vous aborder tout au long de notre présentation. Donc, d'abord, satisfaire le besoin d'inclusivité des Canadiens anglais, satisfaire le besoin de compétition des Américains et satisfaire le besoin de liberté des Anglais qui va se traduire par ne pas leur mettre trop de limitations de bâton dans les roues parce qu'ils aiment ça gérer par eux-mêmes aussi. Donc, concernant notre stratégie qui est l'Équateur, elle se découle en 4 parties. La première, qui est de comprendre, c'est de faire une gestion des inquiétudes en ressources humaines. Ensuite, collaborer, c'est en fait d'intégrer et harmoniser les ressources à l'intérieur de l'entreprise. Améliorer, en fait, cette tactique-là, elle sert au service corporatif. Et contrôler, c'est la gestion efficace des ressources à l'interne. Donc, je débute avec la première tactique de comprendre justement la gestion des inquiétudes en ressources humaines. En fait, elle va se découler en 3 points. Je commence
une vision commune avec eux. Donc, quant aux entreprises, vous devez valider justement si l'entreprise a les mêmes valeurs que vous, méthodologie et sa culture aussi. Quant aux employés, eux, c'est important de valider justement leur attitude, elle ressemble à quoi au travail, leurs inquiétudes et aussi l'influence qu'ils ont un envers les autres. Ensuite, c'est de faire le premier contact avec ceux-ci. Donc, c'est de reconnaître le besoin de changement, de transformer ce besoin de changement-là en désir de changement. On va le faire sous forme de 5 à 7 sous le terme de la motivation. Donc, justement, c'est la théorie de la motivation qui fait en sorte que l'employé va y faire les efforts s'ils ont un sens et que le résultat a un sens et qu'il est significatif. Donc, l'abandon des comportements et habitudes de son quotidien qui le mènera vers l'ouverture au changement. Et ensuite de ça, qui le mènera vers une récompense adaptée aux différents types d'employés qu'on a réunis, nous a parlé précédemment. Donc, pour le Canada anglais et le Royaume-Uni, nous avons pensé à faire des horaires flexibles. Donc, justement, pour les employés de bureau, possibilité de début du quart de travail et de la fin flexible, tant qu'à la fin de la semaine, il ait fait ses heures qui étaient préétablies auparavant. Et pour les États-Unis, pour stimuler leurs besoins de compétition, faire des concours à l'interne, renforcement positif lors de bons comportements, en faisant tirer des parts de billets de spectacle et souper gastronomique pour deux. Donc, finalement, c'est de montrer à l'employé les retombées et les bienfaits d'un employé qui travaille pour une entreprise en santé. Donc, il y a plusieurs avantages qui sont reliés à ça et ce n'est pas nécessairement des avantages reliés au salaire. C'est autant extrinsèque qu'intrinsèque. Oui, il y a le salaire, avantages sociaux, mais c'est aussi de la reconnaissance, de l'accomplissement et de la fierté, par exemple. Donc, comme ma collègue a dit, le 5 à 7, c'est bien, mais il faut aussi aller plus loin que ça pour le long terme. Et c'est là que le leader entre en jeu avec notre stratégie de collaborer. Donc, je vais passer avec vous le processus de sélection, les caractéristiques qu'il va avoir besoin et qu'est-ce qu'il va vous apporter de plus au sein de votre entreprise. Donc, pour sélectionner nos prochains leaders dans les entreprises qu'on va acquérir, on veut d'abord parler avec les anciens propriétaires parce qu'ils ont travaillé avec leurs employés et ils savent comment ils savent qui sont des leaders positifs, donc qui mettent de l'avant. Et aussi, lors du premier dialogue, lors du 5 à 7, en fait, on peut cerner très bien, comme ma collègue l'a dit, qui fonctionne bien, qui concorde plus avec nous aussi en termes de nos valeurs, et analyser aussi les interactions entre des personnes qui travaillent, entre les collègues d'enfants. Et aussi faire une grille de sélection avec ces caractéristiques-là qui sont juste ici. Donc, on veut une personne qui est charismatique, qui est un bon communicateur, qui a une bonne écoute, qui est apprécié de ses collègues, et qui aime le changement, évidemment, et qui est authentique. Donc, pour former ces leaders-là, pour qu'ils soient vraiment à notre image, on va d'abord, je sais que vous amenez déjà, quand vous acquérissez une entreprise, des personnes de Montréal dans vos nouvelles acquisitions pour aider justement les gestionnaires. Donc, on veut que ces personnes-là demeurent là et qui facilitent les échanges. Peut-être à l'aide d'un guide de l'employé, ça serait une bonne idée afin qu'ils comprennent vraiment bien qui vous êtes plus en profondeur. Et aussi, ajouter du coaching pour avec des mentors pour que les personnes soient vraiment bien outillées par rapport à votre culture et comment vous fonctionnez. On veut aussi inclure des conférences qui traiteraient plus de la gestion de changement, la gestion des inquiétudes et tout ça parce que c'est quelque chose que souvent les gestionnaires sont un peu moins outillés, mais qui est très nécessaire lors d'une acquisition parce que les employés, ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qui les attend puis comment gérer tout ça. Puis si leur gestionnaire n'est pas outillé, ça peut créer des problèmes vraiment plus à long terme. Donc, sa valeur ajoutée, comme je vous ai dit, ça va être un très bon intermédiaire entre vous et la nouvelle entreprise, les employés. C'est une personne qui maîtrise la culture actuelle de où il travaille, mais aussi il va être capable d'assimiler votre culture, donc il va pouvoir trouver un juste milieu entre les deux et qui va avoir une bonne capacité d'intervention et d'aide, donc de vraiment bien accompagner les nouveaux employés. Pour ce qui est de la stratégie améliorée, on va vraiment un peu plus s'attaquer aux services corporatifs qui sont très importants au sein de votre entreprise. Donc, ça va passer en 3 étapes. D'abord, on veut ajouter des bureaux d'acquisition dans vos pays afin de faciliter la communication à l'interne. Évidemment, ça va inclure aussi d'ajouter du personnel parce qu'on ne veut pas nécessairement délocaliser les personnes de Montréal à l'extérieur. On veut ajouter plus de ressources. On va aussi ajouter un réseau de communication. Ma collègue va vous en parler dans quelques instants. Et avec un système logique, évidemment, qui va s'en suivre. Et diviser des tâches
sur les continents afin de limiter la dotation de postes lorsque vous en ouvrez un nouveau, parce qu'on sait qu'actuellement, il y a environ 300 postes qui sont analysés pour en combler un, si je ne me trompe pas. Pour ce qui est de la dernière tactique qui est de contrôler, ça va permettre la gestion des ressources humaines et matérielles. On va instaurer un logiciel de gestion intégrée et un système RFID. Pour commencer, pour le logiciel, ça va permettre la gestion des stocks. On va savoir où est le stock en temps réel, la quantité. Aussi, pour la gestion des ressources, ça va permettre de savoir si telle personne est en train de faire une tournée, par exemple, ou si on peut la placer à telle date dans une nouvelle tournée. Et on va pouvoir aussi savoir si la personne, les qualifications de la personne. Pour le logiciel, on vous a fait un exemple. Il y a la division 1 et 2. La 1, ça va être l'événementiel, et la division 2, ça va être la location et la vente. Ensuite, vous pouvez voir les contours blancs, ça va être la catégorie. On a séparé tous les pays, et le Québec et le Canada aussi, on les a séparés. Ensuite, ça va être les différents départements, par exemple marketing, finance. Il va aussi avoir une section RFID. Pour ce qui est du RFID, l'installation, on va mettre des puces RFID sur chaque matériel que vous avez pour savoir il est où. Ensuite, on va mettre des portails à l'entrée, à la sortie, je veux dire, des entrepôts, et on va avoir des scanners portatifs aussi. Comment ça va fonctionner? Dans le fond, tout le matériel qui va sortir de votre entrepôt, on va pouvoir savoir qu'il est parti. Ensuite, arriver à destination, un de vos employés va avoir un scanner et va pouvoir scanner toute la palette en même temps, et ça va être facile et rapide. Et là, on va savoir qu'il est bien rentré à destination ou pas, pour pallier au manque, à la perte de matériel. Ensuite, à la destination, et toutes les données vont être transmises automatiquement dans le logiciel. Donc, on va bien le savoir, et vos gestionnaires vont pouvoir aussi savoir je peux envoyer le matériel à telle date dans un nouvel événement. Nos stratégies par rapport aux craintes des différentes nations, pour ce qui est de la stratégie de comprendre, ça va limiter le surplus de règles au Royaume-Uni. Ensuite, pour la stratégie du leader qui est de collaborer, ça va limiter le besoin d'impulsivité au Canada. Et pour le PJI qui est de contrôler, ça va permettre le besoin de compétition aux États-Unis. Donc, on vous a mis quelques indicateurs de performance. On en a qui sont un peu plus quantitatifs parce qu'ils sont plus difficiles à évaluer. Mais pour ce qui est de comprendre, donc, on veut vraiment évaluer le niveau d'ouverture, si les employés sont plus couverts suite à ça lorsque vous acquisissez une nouvelle entreprise. Par la suite, lorsque vous allez à collaborer, donc on veut voir si les méthodes d'adoption, si ils adoptent des méthodes de travail plus rapidement, puis s'ils adoptent la culture, donc ça s'intègre bien à vous. Donc c'est vraiment deux trucs plus quantitatifs qui vont nous amener au qualitatif inévitablement. Donc, pour améliorer, donc on veut réduire le nombre de dotations de postes cibles à 150 postes au lieu de 300. À compter du 6e trimestre. Pourquoi le 6e trimestre? C'est parce que vous allez voir sur les chantiers un peu plus tard, mais c'est vraiment là qu'on va arriver, que toute notre stratégie va être bien implantée et que ça va être solide. Pour ce qui est de collaborer, on veut baisser votre niveau de perte. Quand je dis perte, c'est perte de matériel, mais aussi de temps, d'argent et d'efficacité à 5% à compter du 4e trimestre, parce qu'à ce moment-là, les RFID vont être installés sur chaque continent. Donc ici, ce que vous devez considérer dans votre budget pour notre première tactique, comprendre, ici on a alloué un 5% de ce budget-là, puisque c'est davantage du temps. Ensuite, collaborer, on a mis un 10% pour justement la sélection du leader, formation coaching et les 2 conférences justement qu'on avait prévues dans l'année. Ensuite, pour la tactique améliorer, un 25% de notre budget ici qui va être alloué pour justement les bureaux à l'international. Et finalement, la tactique contrôlée là, qui prend 65% de notre budget justement puisqu'on a le logiciel dans celui-ci et les RFID. Donc, quant à l'échéancier, ici, pour notre première tactique, c'est en fait de comprendre que c'est ponctuel. Donc, c'est un processus de pré-acquisition, donc ça se fait avant les acquisitions, tout simplement. Pour la deuxième tactique, collaborer, on débute par une sélection, ensuite le coaching de notre leader et justement les 2 conférences qu'on avait pensé mettre pendant l'année pour qu'ils puissent acquérir certaines compétences de leader. Ensuite, pour la tactique améliorée, on voulait débuter avec le Bureau Canada anglais.
contrôlée. On avait prévu quand même une période d'implantation qui se déroule sur 3 trimestres. Ensuite de ça, justement, la formation de notre personnel ainsi que des réajustements là, en cas de que ce soit vraiment adapté à votre entreprise. Et ensuite de ça, des mises à jour parce qu'on veut vraiment que ce soit un outil de travail qui soit vraiment efficace pour vous puis que ça vous évite, comme Léonie l'a mentionné, autant des pertes de temps matérielles. Donc, pour conclure, notre stratégie du quatuor, comme vous avez pu le constater, est vraiment une stratégie intégrée à vos besoins d'entreprise qui comprend justement la tactique comprendre avec la gestion des inquiétudes en ressources humaines parce qu'on sait que dans un processus de fusion et acquisition, les inquiétudes des employés, c'est présent. Ensuite de ça, pour la tactique collaborée, c'est vraiment le leader qui va vous aider à partager les valeurs de votre entreprise et à vous amener vers le succès. Ensuite, pour la tactique améliorée, c'est les bureaux justement qui vont vous aider dans votre organisation à l'interne pour l'information et la structuration. Et ensuite, la dernière tactique contrôlée avec le système RFID et le logiciel qui va vraiment vous aider à repérer votre matériel. Pour la logistique, ça va être vraiment efficace pour vous. Donc, c'est ce tout-là qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, nous sommes Edigna et nous sommes prêts à répondre à votre série de questions. Merci. J'aimerais avoir juste une précision, en fait, au niveau de collaborer, en fait, juste pour bien comprendre. Quand on fait une acquisition, en fait, vous proposez qu'on engage un nouveau leader. Qu'on en sélectionne pas nécessairement la personne qui est déjà en place pour gérer un projet, mais vraiment une personne peut-être qui a un meilleur fit avec vos valeurs à vous, puis qui va vraiment pouvoir faire une bonne intégration de votre culture et de leur culture. Mais si la personne qui est en place est déjà excellente, on va juste lui apporter les ressources nécessaires pour qu'elle soit à son plein potentiel. Comment on va évaluer si la personne en place est correcte ou non? Avec le grille de sélection? D'accord. C'est pas ça, cette personne-là va devoir postuler quand même. Oui, exactement. Est-ce que vous ne croyez pas que si on ouvre un poste de leader, de directeur ou peu importe en fait pour l'acquisition, ça va créer plus de peur chez les employés qui vont voir en fait de nouvelles têtes dirigeantes? Bien, il y a deux façons de voir. Il y a cette façon-là, mais il y a aussi la façon de voir que quand tu es un employé, il y a aussi la possibilité d'évoluer dans cette entreprise-là. Donc, je crois que c'est une motivation en soi de savoir qu'il y a des postes qui s'ouvrent quand même si on va dans quelque chose de plus gros, puis qu'on n'est plus, dans le soulier qu'on est habitué. Donc, les employés vont être assurés dans ça. Moi, je pense que oui. Dans le dépôt public, vous mentionnez dans la situation désirée, communication interne efficace. Pouvez-vous nous rappeler dans vos recommandations ce que vous suggérez pour atteindre ce niveau-là? En fait, ici, ce qu'on vous a recommandé dans nos recommandations, c'est avec l'implantation des bureaux dans vos pays d'acquisition. Justement, c'est ce qui permet une meilleure circulation de l'information et une meilleure compréhension aussi de ne pas jouer au jeu du téléphone et puis que chaque dirigeant de chaque bureau qu'on veut instaurer puisse faire le message à sa division. Si je peux me permettre de compléter aussi, le PJ va permettre ça aussi parce que tu as accès non seulement à l'information de ta succursale, mais aussi à tout ce qui te concerne. Donc, si par exemple, moi je travaille au Royaume-Uni, mais j'aurais besoin des ressources que Montréal a, mais je vais avoir une facilité d'accès à ça que peut-être que présentement on n'a pas en jouant justement au jeu du téléphone de « faut que je compte appui ». Il me dit que le matériel est disponible, mais finalement il n'est pas disponible, il est à Tokyo. Ça va pallier à ça. Donc, c'est vraiment le quatuor qui est un tout ensemble qui vient répondre à cette situation désirée. À part le leader que vous avez identifié, quelle autre ressource est nécessaire? Parce qu'il ne semble pas y avoir de gens dédiés autres pour les merger and acquisition. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans l'entreprise, dans l'organisation qui sont nécessaires, autres que le leader? Bien, vous avez déjà le département de fusion et acquisition. Nous, c'est sûr qu'on avait présumé qu'il faisait déjà une partie du travail parce que quand tu sélectionnes une entreprise et que tu l'acquiers, c'est sûr que tu fais un travail avant, tu ne fais pas juste l'acheter. Donc, on ne l'avait pas inclus parce que pour nous, je pense que c'était. On a juste oublié de le mentionner, je crois. Et puis, le leader, en fait, on voulait vraiment que ce soit une personne ressource de confiance pour autant diminuer les inquiétudes que pour communiquer la bonne information. Ton leader, il gère localement toutes les opérations, ou il gère tous les supports, ou, parce que là, on parle de tout le soutien. Par
150 employés, c'est pas réaliste. Moi, si j'ai un leader, j'ai l'impression qu'il n'aura peut-être pas le temps de m'écouter. On en veut vraiment que ce soit par équipe. Et qu'il soit près de son Oui, exactement. De son nom. Puis pour la stratégie de comprendre, vous disiez qu'il faut faire une analyse préliminaire. C'est quoi les types d'analyse que vous suggérez? Surtout, justement, c'est exact. Justement, l'entreprise, de ne pas aller vers une entreprise, parce que vous avez tellement des belles valeurs, on a été charmés par ça d'ailleurs, on trouve que vous avez une belle cohésion dans l'entreprise, puis une belle valeur dans l'entreprise, donc on voulait vraiment, on trouvait ça important que les entreprises que vous accréditez qui aient les mêmes valeurs que vous. Comme ça aussi, en même temps, c'est moins compliqué pour les inquiétudes, donc les employés voient aussi une ressemblance, donc c'est vraiment, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est vraiment à ce niveau-là qu'on doit y aller. Là, c'est plus une analyse qu'on fait avant laquelle les compagnies. Exactement. Oui, c'est une analyse de pré-acquisition, justement, avant d'acquérir l'entreprise, pour voir si les valeurs s'assemblent de Solotech et de l'entreprise à acquérir. Donc, ça facilite le processus en même temps. Ce premier contact-là, en fait, vous parliez de faire des 5 à 7 pour évaluer ça. Ce serait pré-acquisition ou post-acquisition? Post-acquisition. Avez-vous un chiffre global? Parce que vous avez fait une fraction du budget, mais est-ce qu'on a un chiffre de on répartit, mettons, 25% de combien? Non, on n'a pas de chiffre global. Tout va dépendre, dans le fond, de votre budget Nickel, que vous c'est fini. pouvez allouer.